concernés, mais il y a un enjeu démocratique fort, parce que demain, ces gens-là veulent faire sans les États. Et là, je voudrais évoquer ici le séjour que j'ai fait dans la Silicon Valley en Californie, au printemps dernier, avec la Commission des finances du Sénat. On s'est rendu donc en Californie pour visiter tous les grands groupes, les GAFA, comme on les appelle, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Starbucks, Uber, Airbnb, tous ceux qui font de l'argent, qui ne veulent pas payer d'impôts. Et ça a été le deuxième choc de ma vie, ça. Le premier choc, ça a été l'évasion fiscale, et le deuxième, c'est ce que j'ai vu et constaté là-bas. Ces groupes-là ne payent pas beaucoup d'impôts, vous l'avez compris, parce qu'ils ne veulent pas d'État. Et quand on est allé chez Facebook, Facebook c'est 1,6 milliard d'abonnés dans le monde. Donc ça fait quand même du monde sur le côté, mais il y a 4 milliards d'humains qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. Mais Facebook est en train de réfléchir à l'idée de mettre dans la stratosphère des ballons qui permettront à ces gens, partout dans le monde, d'avoir accès à Internet. Et vous verrez pourquoi c'est important que les gens aient accès à Internet avant même qu'ils aient accès à l'eau courante, les sanitaires, la santé, l'éducation, etc., etc. La priorité pour eux, c'est une humanité connectée. Et quand on entre chez Facebook, il y a dans une salle comme celle-ci, il y a la map monde sur le mur en temps réel qui met en évidence les connexions en temps réel des abonnés Facebook. Et au moment où je passais devant cette map monde, il y avait 1,60 milliard de gens connectés, il était 9h30 du matin, c'était un mardi, et là vous prenez conscience de la puissance de ces groupes, en disant mais c'est énorme, ils savent tout de 1,60 milliard de gens au moment où je passe devant cette map monde. Et Google c'est pareil, et Apple c'est pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, ils pèsent plus que les États. Ces gens-là ne veulent pas payer d'impôts, ils veulent gérer le monde sans les États. Et ils sont capables, hein. Google investit dans la recherche, dans la santé, l'éducation, ils font une voiture sans chauffeur, là. C'est le bonheur absolu, ça. Là, je vais demander un jour à mon fils qui vit là-bas, mais à quoi ça sert d'avoir une voiture sans chauffeur? Mais ça permettra aux gens d'être connectés plus longtemps. Mais c'est quoi l'intérêt d'être connecté plus longtemps? Facebook, c'est le deuxième opérateur publicitaire du monde. Parce qu'ils savent tout de nous. Facebook, c'est plus fort que la Stasi de l'ancienne RDA. Hein, la Stasi de l'ancienne RDA, c'était 250 000 fonctionnaires et 500 000 citoyens bénévoles qui renseignaient sur des voisins, etc. etc. Vous voyez, les voisins vigilants de l'époque. Et on a dépassé largement tout ça. Aujourd'hui, les groupes comme Apple, Microsoft, Google, Facebook détiennent 80% des informations sur l'humanité. 80%. Et comment ils ont ces informations? Il faut que je retrouve ma note. C'est assez sidérant. Chaque minute dans le monde, environ 300 000 tweets sont produits. 15 millions de SMS. 204 millions de mails sont envoyés à travers la planète et 2 millions de mots-clés sont tapés sur le moteur de recherche. Chaque minute. Donc aujourd'hui, il n'y a plus la Stasi, il n'y en a plus besoin parce que c'est nous-mêmes qui apportons ces renseignements à Facebook, à Google, ils savent tout de nous. Et après, ils nous envoient des pubs. Hein, vous cherchez les renseignements sur un week-end en Tunisie, hop, le lendemain, 2 heures après, vous avez une pub qui surgit sur votre écran, proposition. Alors c'est impressionnant quand même. Mais au niveau démocratique, ça pose un problème. Hein. Ça pose un vrai problème. À mon retour de Californie, j'ai découvert un bouquin que je vous recommande de lire, qui s'appelle L'Homme nu, de Marc Duguin et Christophe Labbé. Et le sous-titre de ce livre, c'est « La dictature invisible du numérique ». Alors, en gros, c'est l'autre face de la même pièce, quoi. On ne paye pas d'impôts parce qu'on ne veut pas d'État, parce qu'un État, ça légifère, ça régule, ça contrôle, ça sanctionne, et en plus, ça lève l'impôt. C'est insupportable pour ces gens-là, c'est insupportable. Laissez-nous gérer le monde. On va gérer le monde, on va améliorer l'humanité sans les États. Les États vont nous empêcher de, en gros, faire du business en rond. Donc il y a un enjeu politique de fond. Et le mot dictature dans le sous-titre, bien sûr qu'il n'est pas usurpé, il n'est pas exagéré. C'est ça qui est en train de se passer, et en douceur, hein, parce que c'est séduisant. On a Facebook, moi je l'utilise, Twitter je l'utilise, mais derrière il y a une prise du pouvoir par d'autres que les élus. Et donc s'il n'y a plus d'État, bah, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de choix, puisque le système il est unique, il est ce qu'il est. On n'a pas besoin d'élus, en plus les élus, ça triche, ça ment, c'est corrompu, blablabla. Tout ce qui traîne, hein, le rejet de la politique, il a été construit aussi. Bien sûr qu'il y en a qui prêtent le flanc, oui, il y en a qui trichent, il y en a qui fraudent, on en connaît, mais c'est combien? Sur les 500 000 élus qu'il y a en France, ben, il y en a combien qui ont fait des conneries? Et on va jeter tout ça, on va jeter la République, ceux qui portent l'intérêt général, parce qu'on peut nuire aux intérêts financiers de ces grands groupes.
Des traités comme le CETA et le TAFTA, là. Ça c'est l'étape supplémentaire. Hein. Demain, Google pourra faire un procès, je ne sais pas, imaginons qu'il vienne un coup de calgon à Hollande, il augmente le SMIC de 30% la semaine prochaine. Google va dire, mais monsieur le président, vous nuisez à mes intérêts économiques, je vous mets au tribunal. Je vous poursuis en justice, monsieur le président. Un groupe pourra faire ça, le TAFTA. Vous voyez, l'étape supplémentaire, c'est encore un recul de la puissance publique et de l'État, non pas l'État pour l'État, mais l'État garant de l'intérêt général, de nous tous, de la République, quoi. Donc il y a un enjeu politique de fond, donc il y a un enjeu financier, on l'a vu, mais il y a aussi un enjeu politique majeur par rapport à ce qui se prépare avec le numérique. Là, Uber c'est pareil, Airbnb c'est pareil, on veut bien gagner de l'argent, mais on ne veut pas payer d'impôts, on ne veut pas d'État, on ne veut pas de solidarité. Il y a un enjeu vraiment majeur là-dessus, mais on peut comprendre hein, le scepticisme. Hein. On le comprend parce qu'à chaque fois qu'on a ces débats, face à l'ampleur des chiffres, face à l'ampleur et à la complexité, on se dit mais on va jamais y arriver. Mais si, le climat a déjà un peu changé. Le sujet, il est sur la table maintenant. Même le G20 doit l'inscrire à l'ordre du jour. Il y a 10 ans, 15 ans, on n'en parlait même pas. On n'en parlait même pas. Alors, on n'est qu'au début du début, il ne faut pas se mentir, Alain l'a très bien démontré, hein. Mais il faut qu'on y passe tous, il faut qu'on s'engage tous. Porter à connaissance, c'est l'objet de ce bouquin pour nous aussi. Porter à connaissance de ce qu'on a découvert, ressenti et compris, on essaie de le partager. Déjà, la prise de connaissance, c'est un début de quelque chose. Parce que si on est maintenu dans l'ignorance, bah après, on vote Trump, ou on vote Berlusconi, ou Pepe Grillo, etc. Et puis peu importe. Et après, on votera pour un autre. Et on ne changera rien. Je crois que c'est vraiment un enjeu majeur de ce bouquin aussi qu'on a voulu mettre comme signification. Et la bataille du bouquin, c'est aussi d'imposer, c'est pas seulement de lire le bouquin, c'est de dire comment on impose que ce débat surgisse. Et pour l'instant, il est verrouillé ce débat. Et pour cause. Parce que, entre nous soit dit, s'il y a un Burkini à lever, c'est bien celui de la finance. Hein, et donc il faut qu'on l'obtienne, ça. C'est un combat essentiel sous toute forme de pétition ou autre. Il faut qu'on l'obtienne. Alors ensuite, il faut que les citoyens s'en mêlent. Moi je pense qu'il y a des choses qui commencent à bouger, on les prend en compte dans le livre. Elles sont ténues. Elles sont ténues. Il y a eu l'exemple de Starbucks dont a parlé Eric avec les usagers qui ont boycotté Starbucks. Même nous d'ailleurs, quand on a dû aller, je ne sais plus, à Rouen, à la gare du Nord, à la gare Saint-Lazare, il n'y avait qu'un truc ouvert, c'était Starbucks. On s'est privé de café, ou plus exactement, on a fait 300 mètres pour trouver un bistrot dans une rue. Parce que même nous, on l'a boycotté. En plus, il est dégueulasse, le Starbucks, mais bon, peu importe. Hein, il y a aussi des choses. Le monde syndical est concerné. Le monde syndical est concerné, ça commence à venir. Hein, ça commence à venir, mais les syndicats, les comités d'entreprise doivent pouvoir s'emparer de ces sujets. Beaucoup de ces entreprises dans notre pays, des grandes, peut-être certaines peu plus petites, dépendent quelque part d'un argent planqué dans les paradis fiscaux ou d'optimisation fiscale. Les CE, les syndicats ont des comptes à demander. Parce que les salariés, ils perdent. Et c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple des salariés de McDo d'Île-de-France. Chaque année, ils avaient une réunion de bilan financier, c'est dirigé par la CGT. Et à chaque fois, le patron leur disait, bon, le gars, il disait timidement, quand est-ce qu'on va avoir la participation au bénéfice? Vous ne pouvez pas avoir de participation au bénéfice, puisqu'il n'y a pas de bénéfice. En France, évidemment. Dans le système des transferts internes, les bénéfices, ils sont au Luxembourg. Et en France, c'est déficitaire. Donc ils se sont emparés de l'affaire avec des syndicats, avec une mobilisation, avec des actions, avec une action en justice avec Eva Joly, et ça commence à bouger. Parce que dès que ça bouge quelque part, les types de Bercy commencent à se dire, oh, ça commence à sentir la poudre. Alors ils se bougent. Et ils s'aperçoivent, Bercy, que McDo doit 1,5 milliard au fisc français. 1,5 milliard. Alors, comment fait Bercy? Bercy, il n'envoie pas les types en justice. Son principe, c'est de dire, si on les envoie en justice, on n'aura pas un rond avant 30 ans. Ça, c'est l'argument de Sapin qui me répond à l'Assemblée. Du coup, ben, on négocie avec McDo. Vous devez 1,5 milliard, sur quoi on peut se mettre d'accord? Et là, d'après ce qu'on sait, ils pourraient se mettre d'accord autour de 300 millions. Bilan des courses, le tricheur gagne toujours. Eh oui, le tricheur gagne toujours. Donc ça, on explique dans le bouquin, ça. Donc c'est des combats qui doivent être partagés syndicalement. Ensuite,
On l'a dit, on a tous des comptes en banque. Certains d'entre vous sont dans des banques dites mutualisées. Et à l'Assemblée Générale chaque année. Moi je sais, en tant que maire, j'en préside au moins 3. L'Assemblée Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et autres. Il y a un monde fou, comme aujourd'hui. On se demande pourquoi il y a des gars, ils viennent à l'Assemblée Générale de la banque Crédit Agricole. Alors un jour, j'ai tout compris, évidemment, il y a une tombola gratuite, avec des bolos, hein, et il y a un bon cocktail à la fin. Donc le seul qui parle de ces sujets dans son discours d'ouverture, parce que le maire, il préside cette séance en tant que hôte. Alors moi, je le fais évidemment avec ma casquette de maire, donc je dois mettre un peu les formes, mais je leur dis quand même qu'il y a des lieux exotiques où ils ont de l'argent et des filiales, et pourquoi ils le font, quoi, hein. Mais vous pensez qu'il y a quelqu'un qui relève dans la salle? Tous, on doit pouvoir poser des questions. Qu'est-ce que tu fous, Crédit Agricole, avec 100 ou 200 filiales au Panama? C'est notre argent. L'argent des banques, c'est notre argent. Les salaires, les pensions, même le RSA, etc., c'est notre argent. Donc on a des comptes à demander aux banques. Et si ça se faisait un peu partout sous des formes diverses et variées, eh ben, ça pourrait faire monter au moins l'éveil chez les citoyens que là est le problème, là est le vrai problème de demain. Donc, par exemple, il y a les élus. Les élus. On fait des appels d'offres. Alors maintenant, de plus en plus dans les appels d'offres, on intègre des exigences dans le cahier des charges environnementales. Hein, comme moi, pour les pommes qu'on donne dans les cantines scolaires, je mets l'exigence que les élèves puissent aller au compte du fournisseur, voir les pommiers où naissent les pommes. Du coup, les Espagnols, ils n'ont pas assez de fric pour payer le voyage de tous les élèves de CM1, de CM2. Et forcément, les producteurs locaux, ils sont un peu avantagés. Mais je respecte la loi dans le cahier des charges. C'est même pour l'insertion sociale. On met des exigences d'insertion sociale. Une entreprise qui veut gagner le marché, elle doit prendre des types qui sont dans la misère, dans les difficultés, pour essayer de leur donner un peu de boulot. Et pourquoi on ne le ferait pas sur l'argent utilisé pour le projet, tant pour les banques et les financiers qui nous apportent l'aide aux emprunts, tant pour les entrepreneurs, pour dire pas d'argent qui vienne des paradis fiscaux ou de l'optimisation fiscale. Soyons un peu révolutionnaires dans nos démarches. Ça peut se faire intelligemment. Alors mon sous-préfet, je le sais bien, mais je vais faire l'essai prochainement, il va m'appeler pour me dire que c'est pas tout à fait conforme à la réglementation européenne, etc. Mais je m'en fous. Je m'en fous. C'est une façon aussi d'éveiller le débat, de créer le débat aujourd'hui. Donc il faut sortir du domaine réservé de quelques-uns, quelques initiés qui s'occupent de ce sujet. Il faut en faire un combat citoyen. Ça va demander du temps, mais ça devrait être, si j'ose dire, dans notre famille politique, l'un des combats prioritaires dans la durée. Parce qu'on a parfois, nous, on fait des combats de saison. Alors, évidemment, en faisant des combats de saison, quand les feuilles commencent à tomber à l'automne, non, il faut des combats où on marque le terrain pendant des années, comme on l'a fait dans certaines époques de notre histoire. Donc, et ça, c'est un combat, à mon avis, essentiel. Essentiel parce que, même s'il y a eu des débats à l'intérieur de chez nous, y compris avec nos éminents économistes, hein, qui sont un peu marqués par capital travail, mais la société, elle a évolué. Or, le système de l'optimisation fiscale, de la triche fiscale, etc., fait partie du système général du monde capitaliste aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde essentiellement spéculatif. Seulement 1,8% des transactions financières qui ont cours aujourd'hui sont des transactions financières qui concernent l'économie réelle. L'industrie, le service. Tout le reste, c'est spéculatif. En vous en parlant, on en parle dans le bouquin, avec non plus la corbeille du palais Brognard. Rappelez-vous que De Gaulle avait dit « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille, ramenant les financiers à leur juste mesure. » Aujourd'hui, il n'y a plus de corbeille. Le palais Brognard, c'est un lieu de séminaire. Hein. Il y a des machines installées dans la banlieue de Londres, des robots qui fonctionnent 24 heures sur 24, un peu partout.
Et une transaction financière, un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil. Lui, il connaît bien les secondes, moi je ne sais pas compter, je suis tendance Razuki, donc il me faut 2 heures pour citer un chèque. Donc il va vous l'expliquer, Eric. Un clin d'œil, c'est 7000 transactions financières. Le temps d'un clin d'œil, 7000 transactions financières. Et on calcule maintenant, il vous expliquera le nombre de zéros que ça fait, en picosecondes. Rien à voir avec les picoleurs. En picosecondes. Donc on est dans une... En fait, le monde est devenu... La finance est devenue folle. C'est la finance pour elle-même, sur elle-même. Et ça, qui est plus contrôlable. Le banquier Nolo, qui témoigne dans notre bouquin, qui était un banquier, qui était même qui était à la commission de contrôle des marchés financiers, et il explique à Eric, que les technologies nouvelles, le trading haute fréquence, pour contrôler 10 minutes de trading haute fréquence, il faut travailler pendant 6 mois. C'est plus à taille humaine. L'organisation de la finance, elle n'est plus à taille humaine. C'est un vrai sujet. C'est un sujet de fond. Avec l'argent sale, on a parlé de l'argent de Daesh. L'argent de Daesh, vous voyez là un peu la farge. D'accord? Est-ce qu'on peut accepter que ce monde... un autre témoin de notre bouquin, qui s'appelle Éric Verdier, professeur de l'université de La Rochelle, il s'est dit, lui il est prof de finance, donc il explique la finance à ses étudiants. Et il s'est aperçu un jour que ses étudiants, ils venaient cingler parce qu'ils voulaient tous être traders, type Kerviel. Se moquant du monde, si j'ose dire. Du reste, il a dit, il faut que je remette de l'humanité dans mes cours, hein, que je leur explique les dérives possibles et dangers de la finance. Hein. Il est venu à nos journées parlementaires, parce que ces gens-là sont venus aussi parler à nos journées parlementaires, en toute liberté, et il a dit dans son propos, par exemple, que 90% des billets de 1 dollar aux États-Unis ont des traces de cocaïne. Ça veut dire qu'on ne va pas les chercher à la banque, hein, et qui servent à autre chose. Donc, est-ce que ce monde affreux, dangereux, avec des fous qui commencent à diriger certains pays, on va le laisser aller comme ça à la dérive? Donc ce combat, il est impérieux, décisif, et il doit être mené par tout le monde. Certes, il est très compliqué, mais on le voit, nous, on commence à circuler partout. Hein, les frères Bouquet, bon, c'est pas les frères Bogdanov, même si le menton commence à pousser un peu trop, mais on sent bien qu'il y a une intention, qu'il y a une volonté. Après, on va inventer les uns les autres. Il y a plein de gens qui veulent travailler ensemble dans cette affaire. Hein. Vous voyez les écrits du pape. Hein, bon, on a mis Ziegler, on a mis le pape. Anecdote, parce qu'un bouquin comme ça, c'est une aventure toujours. Hein. Le pape. Moi, on met les phrases du pape sur l'argent fumier du diable. Le titre, c'est l'argent fumier du diable. Alors, on met ça. Au mois d'avril, on voit l'éditeur un peu laïque, hein, bien laïque. Et qui nous dit, vous pensez que c'est intéressant de mettre les phrases du pape? J'ai dit, nous, on y tient. On y tient. On est quand même d'origine judéo-chrétienne. Je lui dis, donc, il faut qu'on mette les phrases du pape, elles sont si bien. Alors, le vice-là, il nous laisse faire ça. Et puis, fin juillet, il fallait qu'on rende le PAT avant le 8 août, dernier délai. PAT, c'est fini, quand tu l'as relu, c'est fini. Bon, on a triché, hein. Je concède, je confesse, on a triché. Vous verrez que le bouquin, il est écrit à la fin, terminé le 4 août. Vous considérez que c'était quand même mieux de choisir le 4 août, hein, parce qu'il y a eu une fameuse nuit intéressante. Donc on a mis le 4 août pour ça. Ça collait un peu mieux au bouquin. Hein, mais basta. Alors, je sais pas, 31 juillet, coup de fil de notre ami journaliste Pierre Gopton, dont il faut saluer l'engagement pour ce bouquin, que vous pourrez faire venir dans des conférences si vous voulez. Et il m'appelle, enfin il me laisse un message, parce qu'en Ardèche, c'est très bien l'Ardèche, mais à Asperjoc, pour recevoir un texto ou un mail, là, ouais, bon, il faut attendre quelques heures. Alors, je découvre un mail, quand même, et où il me dit, problème, l'éditeur ne veut plus passer les phrases du pape. Un 31 juillet, par là. Il fallait quoi. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, légalement, ils avaient trouvé, maintenant, je le savais ça, je l'avais oublié,
Légalement, tu ne peux pas mettre une longue citation dans un livre, sinon c'est du plagiat. Tu peux être attaqué pour plagiat. Tu peux mettre une citation de 2 lignes, mais si tu mets un long texte, il faut que tu aies l'autorisation de l'auteur. Alors va chercher le pape le 31 juillet pour avoir une lettre du pape qui autorise son texte dans le bouquin. Est-ce qu'il est à Castel Gandolfo? Où il est? Alors, j'envoie comme ton que tu te démerdes, parce que lui est introuvable, hein, parti aux Amériques, ou j'en sais rien. Hein, et donc il envoie, il essaye quand même, parce que c'est un inconsciencieux, de toucher l'annonciature à Paris. Évidemment, il se retrouve avec une période de vacances au bout de 2 jours, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve personne, on n'a pas de lettre de personne, d'autorité papale, qui peut nous autoriser. Bon ben je dis, écoute, tu réponds à l'éditeur qu'on maintient le texte, et je prends sur moi tous les frais d'avocat si le pape nous met en justice. Et là, si le pape nous mettait en justice, putain, le bouquin, on en aurait vendu un gros paquet. Donc, voilà. C'est une anecdote, mais on a vécu des trucs comme ça. On a vécu des trucs formidables. Ça, je peux vous dire, des histoires formidables. Voilà, pour répondre à cette première question, un peu sur... donc, nous, on propose que cette COP, parce que la COP, on dit la COP, environnement, etc. Il y a au moins un mérite à cette COP. Environnement, c'est que les gens, ils sont 3-4 000, les gars. Les associations écolo, elles sont présentes, tout le monde est là. Ça discute et tu es obligé, c'est un rapport de force que tu crées sur une ligne et aucun pays n'est oublié. Aujourd'hui, c'est les 20 pays du G20. Là, aucun pays n'est oublié, ils sont tous là, et c'est pas seulement les chefs d'État. Donc de la finance, tu reprends la main sur la finance, tu démocratises le sujet, tu en fais un débat public mondial, et c'est pas la seule solution, mais c'est un moyen d'avancer vers une structuration, une gouvernance de la finance sous l'égide de l'ONU. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Et on propose d'ailleurs que cette première session de la COP numéro 1, donc la COP numéro 1, elle ait lieu non pas à New York, surtout pas en ce moment, ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Londres, mais dans la capitale du Burundi, comment ça s'appelle? Bujumbura, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Donc ça a du sens. Ça a du sens. Voilà. C'est un combat avec des idées après. L'imagination de la lutte étant au pouvoir, après il y aura plein de choses qui, j'en connais ici, qui vont s'agiter sur Facebook, je les lis régulièrement, d'Ardèche, je ne vais pas les citer, je les remercie, c'est comme ça que j'ai appris que vous étiez sur le marché de Montpellier dimanche dernier, hein, voilà. C'est le samedi, oui, c'est vrai que c'est samedi. Voilà. Donc voilà une première réponse. Mais Eric, il va compléter. Je voulais à mon tour d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Mais y compris, moi j'aimerais que vous reveniez sur un point qui me semble important et qui ramène à la fois à la question de monsieur et ce qu'on est en train de vivre, cette culpabilisation permanente des salariés, des gens qui sont dans la pauvreté, et puis globalement de tout le monde sur l'idée nous serions responsables de la situation. Et je trouve que votre appel et le livre est quand même un appel à la résistance pour éviter justement qu'on tombe dans cette culpabilisation. Je vous prends un exemple, d'ailleurs je vous inviterai à me dédicacer un livre que je remettrai à Laurent Wauquiez jeudi matin, puisque Laurent Wauquiez va proposer à la région Auvergne-Rhône-Alpes une délibération visant à sanctionner les bénéficiaires du RSA qui ne feraient pas l'effort d'accepter, après une mobilité imposée, après une formation non choisie, qui n'accepteraient pas de rentrer dans les rangs. Et donc il propose de travailler avec les départements à une charte qui vise à sanctionner les titulaires du RSA qui ne rentreraient pas dans le rang, considérant que c'est quand même scandaleux dans une période où aujourd'hui il n'y a pas d'argent, etc. Et je trouve que votre livre, il a le mérite par des exemples qui sont des exemples simples. Ce que disait Eric sur, en gros, ce déficit qu'on annonce comme scandaleux parce qu'on va faire payer aux générations à venir la responsabilité. Et je trouve que votre livre, il a ce mérite-là, indépendamment de sa complexité parfois, dans sa globalité, il met quand même en évidence un certain nombre de choses qu'on vit au quotidien. C'est pour ça que je disais par anecdote, par boutade, j'aimerais bien une dédicace à Laurent Wauquiez de votre livre, pour que je puisse lui mettre jeudi, parce que on voit bien qu'au cœur du débat sur la présidentielle, cette question-là, de culpabiliser tout le monde sur la réalité, enfin, sur la non-réalité de la situation au regard de l'évasion fiscale. Et la question que posait le monsieur responsable d'entreprise consiste à dire oui, aujourd'hui, d'autres, indépendamment de ce qui se passe
internationalement, localement, on a aussi des individus qui essayent de grignoter ceci, grignoter cela, en ne payant pas la TVA, etc. Évidemment qu'on a cette situation. Et je disais à Eric dans l'oreille, la réalité aujourd'hui, c'est ce qu'on disait aussi, c'est quand on est une petite entreprise, la difficulté d'avoir accès à un prêt bancaire peut indemniser, on n'a pas forcément des prêts et des remboursements importants à faire, alors que dans le même qui est attribué, excusez-moi, à des entreprises qui, eux, font beaucoup de bénéfices et ils bénéficient de prêts peu chers, alors que on le voit, et moi je suis en tant qu'élu régional sollicité par un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui ont des difficultés d'accéder aux prêts bancaires. Et donc quand on n'a pas ça et qu'on n'a plus de fonds de roulement, eh bien, on a tendance à un moment donné à essayer de chercher un certain nombre de choses. Donc je pense que le problème du rôle des banques, y compris dans l'évasion fiscale, parce que ça n'a pas été dit, et je pense que ça serait intéressant aussi de donner votre point de vue sur quel est le rôle des banques, y compris des banques françaises, qui jouent ce rôle d'intermédiaire dans l'évasion fiscale. Des banques qui ont été, y compris des banques nationales. Je pense notamment à la BNP, qui a eu un rôle important sur l'évasion fiscale et démontré comme tel. Et je trouve que dans ce climat de culpabilisation générale, comme quoi nous serions des irresponsables parce que nous mettons en péril l'avenir de la jeunesse, je trouve que votre livre est intéressant. Donc moi, c'était un peu cette question-là que j'avais. Alors, Eric, on a dit 2 mots sur la question de la dette, mais quels sont des exemples un peu plus précis, notamment par rapport aux banques, sur leur rôle aujourd'hui, alors que dans le même temps, ils freinent des prêts pour les entreprises, et je pense à un certain nombre de banques qui existent dans notre territoire, et qui aujourd'hui, dans le même temps, participent de fait à l'évasion fiscale. Bien sûr, les banques, c'est au cœur du système, c'est un rouage essentiel du dispositif, et les banques françaises sont loin d'être les plus vertueuses. Les 4 premières banques françaises, dans l'ordre BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, le bon sens près de chez vous, c'était autrefois, et la BPCE ont toutes des filiales, mais par centaines au global, dans les paradis fiscaux. La BNP Paribas a, de mémoire, 12 ou 13 filiales aux îles Caïmans. Alors on peut imaginer qu'il y en ait une, parce qu'il y a des entreprises là-bas françaises qui ont des marchés sur place, qui a besoin de transférer des capitaux, de financer l'activité, mais 13 filiales, qu'est-ce qu'on fait que 13 filiales aux Caïmans? Je lisais dans les Échos de 1er juillet 2014, la Société Générale a une filiale aux Bermudes, qui réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros avec 0 salarié. Ça, c'est le bonheur absolu, du chiffre d'affaires sans salarié, mais on n'est pas emmerdé, c'est formidable, quoi. Mais alors, on a cette donnée, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Est-ce que Bercy demande des comptes à la Société Générale? Qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-nous, etc., etc. À quoi sert cette filiale Société Générale aux Bermudes? Ils sont dans les paradis fiscaux, bien sûr. Ils sont au Luxembourg, ils sont à Jersey, ils sont à Hong Kong, etc., etc. En toute opacité. On sait qu'ils y sont, mais on ne sait pas ce qu'ils font.